Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niveau d'Info, l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de 12 pays annoncée la semaine dernière par le président Donald Trump est entrée en vigueur ce lundi. Selon le texte du décret présidentiel, sont concernés par cette mesure les ressortissants d'Afghanistan, de Birmanie, Tchad, du Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Haïti, Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan ou encore le Yémen. Quelles conséquences pour la plupart des pays qui sont déjà en difficulté en raison de conflits militaires? On en parle avec Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Comment est-ce que cette décision impacte-t-elle la communauté internationale, notamment les relations diplomatiques avec les pays concernés? C'est une façon de faire qui est plutôt curieuse, mais c'est ça la méthode Trump. La bonne manière aurait été d'interpeller d'abord les pays concernés pour leur dire, dans notre pays, nous rencontrons des difficultés avec certains de vos ressortissants, parce que je ne crois pas que ce soit avec tous les ressortissants, et les difficultés sont de tel et de tel ordre. Nous souhaitons que vous puissiez intervenir pour résoudre ces difficultés. Maintenant, à défaut de les résoudre, on peut comprendre que le pays dans lequel se trouvent ces étrangers dise à ces étrangers, attendez, vous êtes chez nous, vous pouvez être chez nous, mais pour cela, vous devez être en règle. On ne peut pas reprocher à un pays de demander aux gens d'être en règle sur son territoire. Mais c'est la méthode Trump, on fait le show, on fait le buzz, on prend une décision. Bon, cette fois-ci même c'est mieux. En 2017, quand il a pris la décision, c'était d'application immédiate. Et on a vu le voulou que ça a créé au niveau des aéroports et partout parce que ça a surpris tout le monde. Cette fois-ci, l'application a été légèrement décalée, mais malgré qu'on ait décalé cette application, ça crée des problèmes. Des gens avaient déjà des projets, des gens avaient déjà acheté un billet d'avion. On n'achète pas un billet d'avion à l'instant où on doit prendre l'avion. Les gens avaient déjà leur programmation, etc. Mais il y a tout un chamboulement qui va se créer par rapport à des États, par rapport à des institutions, par rapport à des individus. Mais comme c'est du Trump, il n'y a pas de surprise. Vous parlez justement de méthode de Trump en France après les attentats de 2015. La France avait donc pris cette décision de ficher certains individus qui sont surveillés. C'était un exemple à suivre peut-être. Mais Plutôt que de sanctionner tous les ressortissants des pays. Les fiches S en France permettent à l'État français, en particulier le ministère de l'Intérieur, de suivre des gens chez qui ils craignent potentiellement, je dis bien potentiellement, que ces gens puissent être des acteurs qui puissent perturber l'ordre public au niveau de la France. Bon, jusqu'à présent, les fiches n'ont pas servi malheureusement à grand-chose. Elles sont remises en cause parce que parfois, il y a de l'exagération dessus sur le suivi d'un certain nombre de personnes. Pour moi, ce n'était pas la peine d'aller prendre la méthode française. Il s'agit tout simplement parce que on nous parle de sécurité, on nous parle de terrorisme. Mais on ne nous a pas présenté ces individus. En France, les individus, souvent, c'est des proches de personnes qui avaient commis des attentats. Ils sont sympathisants dans une association que l'on considère comme une association qui collabore, etc. Ici, on ne nous a rien donné de concret. On a un texte qui vient, qui accuse, mais concrètement, on n'a rien mis sous notre main. Sauf le prétexte qui a été utilisé, à savoir l'engin explosif qu'un citoyen qu'il considère comme étant un Égyptien a jeté sur une foule qui manifestait contre la détention des otages au niveau de la Palestine. Mais ce qui est curieux, ici, on a un cas concret. Si c'est à cause de la sécurité intérieure des États-Unis, si cet acte va être considéré comme un acte terroriste, mais voilà un pays dont un des ressortissants vient de poser l'acte qu'ils craignent, raison pour laquelle ils disent à des gens on ne va plus vous donner de visa. Pourquoi l'Égypte n'est pas sur la liste en ce moment? Il y a un problème. Et quelles sont les conséquences possibles pour les ressortissants de ces pays, les pays concernés, et surtout pour ceux qui sont déjà en difficulté? En fait, pour ceux qui sont en difficulté, moi j'approuve la réaction de Amnesty International, c'est cruel. Il faut le dire clairement. Parce que quand un pays est en difficulté, mais quand les populations ne sont plus en mesure de rester dans leur propre pays, mais partout dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? Mais on quitte le pays.
Allez au Tchad, vous avez des réfugiés du Soudan, allez en République centrafricaine, allez au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire. Mais vous avez bien des pays, vous avez des réfugiés où les gens sont dans l'impossibilité de vivre chez eux. Mais c'est pourquoi dans le droit international, mais il faut que ces gens aient la possibilité de pouvoir aller se réfugier quelque part et qu'ils aient la possibilité d'être également reçus dans ce quelque part-là. Mais quand ils citent des pays comme Haïti, des pays comme le Soudan, la Somalie, la Libye, le Yémen, où les difficultés sont là réelles, mais ces populations vont avoir tendance, effectivement, une partie de ces populations, à quitter ces pays pour aller vivre ailleurs, pour avoir un minimum de paix. Ça, c'est très clair. Et le monde a toujours fonctionné comme ça et Trump ne pourra pas arrêter cela. Maintenant, il y a autre chose. Trump ne pourra pas arrêter l'immigration. Que ce soit des pays en difficulté ou que ça ne soit pas des pays en difficulté. Tant que le monde sera un monde où certains veulent exploiter les autres et profiter tout seuls de cette exploitation, mais comme on le dit, les gens quitteront les zones où il y a le moins de possibilités de développement pour aller vers les zones où il y a le plus de possibilités de développement. Et personne ne pourra l'arrêter. Les gens ont tenté pendant fort longtemps, jusqu'à présent, les gens ne parviennent pas à l'arrêter. Qu'on se rappelle du mur qu'il a essayé de construire avec le Mexique, qu'on se rappelle des grilles au niveau du Maroc à Ceuta, où parfois tu vois les gens venir attaquer carrément ces grilles-là pour traverser, etc. On ne peut pas arrêter cette migration tant qu'on ne crée pas un certain équilibre au niveau de ce monde en termes de justice sociale, en termes de justice de façon générale. C'est une mesure qui intervient après la fermeture de l'aide internationale américaine, notamment à travers USAID, dans des pays en difficulté dont on parle. C'est une situation qui viendra également compliquer la question de l'aide humanitaire. Mais bien sûr, l'USAID intervenait au niveau des populations déplacées. Même cette question de sécurité dont Trump parle, l'USAID intervient également dans la prévention et dans la lutte contre l'extrémisme un peu partout au niveau du continent africain en particulier. Donc le retrait de cette aide va être un manque à gagner, même pour ramener la paix dans ces pays, parce que l'USAID intervient dans ce domaine-là. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas, il a retiré également les 555 millions de dollars qu'on remettait à la Banque africaine de développement, qui étaient utilisés pour des projets de développement. Ben, si vous ne développez pas ces pays, comme je le disais tout à l'heure, les gens auront tendance à quitter ces pays. Est-ce qu'ils iront aux États-Unis? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils partiront là où ils peuvent partir. Donc, quand on regarde ce qui se passe, ils font une chose, ils font également le contraire, parce que finalement, quand vous empêchez aux gens d'aider ces populations, vous obligez ces populations à prendre leurs responsabilités, à quitter leur pays pour aller là où ils vont pouvoir avoir le minimum pour pouvoir vivre de façon digne. Ça ne s'arrête pas là, ça va vers les visas également pour les visas étudiants concernant certaines universités où on dit que il faut arrêter de prendre les étrangers. Ben, ça ne réglera pas du tout le problème que Trump veut régler. Trump avait, dans sa campagne électorale, fait des promesses concernant la limitation de façon draconienne de la migration. C'est ça qu'il est en train de faire pour satisfaire ceux qui l'ont soutenu et pour pouvoir les avoir toujours derrière lui. Et des situations susceptibles de fragiliser la position des États-Unis sur la scène mondiale? Mais bien sûr, les gens dénoncent. Quand vous regardez, l'Union africaine a dénoncé. C'est vrai que la dénonciation n'est pas très très forte, mais l'Union africaine a dénoncé. Ce qui veut dire que les gens ne sont pas du tout d'accord avec la décision qui a été prise. Vous avez les démocrates également, au niveau du continent des États-Unis même, qui dénoncent en disant que c'est des mesures qui sont des mesures racistes. C'est important le mot qu'ils utilisent ici. Tout le monde sait que Trump est avec les suprématistes blancs au niveau des États-Unis. Ils font partie de ceux qui le soutiennent. C'est ceux qui étaient partis au Capitole en grande quantité. C'est eux qui disaient, même si on ne gagne pas les élections, ils sont prêts à prendre les armes. C'est eux qui s'attaquent à ces populations étrangères de façon violente sous forme d'extrémisme d'un autre genre, où on peut parler également de terrorisme par rapport à ce qu'il fait avec ces populations étrangères. Mais quand vous mettez tout ça ensemble, Trump est en train de confirmer ce qu'il avait fait
tout simplement avec son premier mandat, où on a senti une montée claire et nette des actions de violence contre un certain nombre de populations se trouvant sur le sol des États-Unis. Et à chaque fois, la réaction du président Trump n'a jamais été à la hauteur de ce que les gens attendaient. On l'accusait d'ailleurs d'encourager ce genre d'action parce qu'il ne réagissait pas de façon assez forte. Mais la communauté internationale est obligée de condamner une telle chose en voyant ce qui s'était passé et ce que cela avait produit sur le sol américain. Et quelles pourraient être les conséquences à long terme pour les populations des pays déjà en difficulté, qui connaissent des conflits ou des crises humanitaires? Mais quand un pays est en conflit, il y a un minimum de solidarité que les autres pays doivent avoir par rapport à ce pays. S'il est possible de venir en aide aux populations sur place, pour leur permettre, malgré la guerre, d'avoir un minimum, mais c'est ce qu'on attend de tous les pays, y compris les États-Unis. C'est pourquoi on parle de droit international humanitaire, c'est pourquoi le CICR existe, pour que malgré la guerre, qu'il y ait des structures qui soient capables d'intervenir, de pouvoir aider des populations en situation difficile, sans se mettre dans une posture d'être dans un camp ou d'être dans un autre camp. Mais ici, si on s'en prend à ces pays, tout le monde connaît la place des États-Unis dans les aides. Tout le monde a vu qu'ils ont réduit leur aide par rapport aux Nations Unies de façon générale. Ils disent la même chose sur l'OMS. Vous avez entendu Trump qui dit pourquoi on va aller financer des préservatifs dans un pays, je ne voulais pas les citer comme le Lesotho, etc. Mais tout ça pour dire qu'en fait, Trump est dans sa logique de mettre l'Amérique et les Américains d'abord, tout le reste, c'est après. Parce que quand vous regardez la prise de décision, c'est simplement ça. Si c'était vrai que c'est la sécurité des États-Unis, si c'était vrai que cette sécurité était menacée par des individus identifiés qui ne sont pas des Américains, quand des mesures sont prises contre ces individus, je ne vois pas quelqu'un qui va contester. Mais il ne faudrait pas également qu'on exagère. Ce n'est pas parce qu'un individu appartenant à un pays a posé un acte de violence aux États-Unis que tous les citoyens de ce pays deviennent eux aussi des dangers pour le régime américain, au point qu'on empêche à toutes ces personnes de pouvoir avoir un visa. Ce n'est pas du droit en ce moment. Et pour donc dénoncer ces mesures, les États-Unis, des États connaissent des manifestations. Tout à fait. Aux États-Unis, à Los Angeles, il y a des manifestations, puisqu'il y a la police de la migration qui a commencé son travail depuis. En fait, c'était bien avant la décision qui vient d'être prise qui s'y est ajoutée. Puisque vous avez des personnes là-bas, la mesure donne cela comme dans son exposé des motifs, des gens qui sont venus avec des visas étudiants et qui devaient retourner et qui ne sont pas retournés, qui sont sur place, des gens qui sont venus également avec d'autres types de visas qui devaient retourner et qui sont restés sur place. Donc Trump était déjà en train d'attraper ces gens. Tout le monde a vu les images où on rentre dans les maisons pour attraper les gens, pour les demander de rentrer chez eux. Il avait même utilisé ça, j'allais dire, pour faire du chantage avec certains pays concernant les taxes, en leur disant, bon, si vous voulez qu'on diminue les taxes, vous reprenez vos ressortissants qui sont chez nous. On parlait des pays en difficulté, prenez le cas de Haïti. Un pays en difficulté à qui les États-Unis avaient donné une sorte de privilège avec des 500 000 Haïtiens qui étaient sur le sol américain, qui n'étaient pas légalement établis, mais qui étaient protégés, qu'on ne pouvait pas renvoyer. Trump a enlevé la protection. Mais imaginez qu'on prenne 500 000 Haïtiens des États-Unis. Si tu dois les ramener aujourd'hui à Haïti, tu les ramènes dans quel pays? Un pays qui est gouverné par des gangs? Mais ce n'est pas humain. C'est tout simplement pas humain. C'est pourquoi les dénonciations se font de façon pertinente, à mon avis. Trump a tout à fait raison de protéger son pays, mais même quand il doit protéger son pays, qu'il le fasse en regardant également ce qui se passe dans d'autres pays. En cas de rapatriement, les États doivent-ils prendre des mesures immédiates pour accueillir leurs ressortissants? Mais si Trump respecte les règles, on doit informer le pays. Vous vous rappelez, il avait montré son tableau en disant pour les taxes, tel pays, on met tant. C'est la même chose qui doit être fait. Pas comme il l'a fait, parce que ça, c'est de la comédie. Mais en saisissant l'ambassade du pays, pour lui dire, mais attendez, vous avez 30 000 ressortissants sur notre sol. Sur ces 30 000, les 10 000 sont là sous forme d'une présence irrégulière. Nous comptons
les faire quitter le territoire et travailler avec eux pour le rapatriement. Ou bien travailler avec l'Organisation internationale de la migration, parce qu'il y a quand même des mécanismes qui sont prévus quand des gens doivent quitter un pays pour retourner vers un autre pays. Mais quand on regarde ce qui est en train d'être fait, celui qui est pris, c'est comme si c'est quelqu'un qui menace directement la sécurité des États-Unis, et cela n'a pas du tout été prouvé. Vous avez vu le cas de ce monsieur qu'ils ont fait partir, qui a attaqué en justice, qui a eu raison, qu'ils ont été obligés de ramener au niveau des États-Unis, mais c'est à cause de la précipitation tout simplement et du fait de vouloir se débarrasser de ces personnes. Il y a une procédure, mais que les procédures soient respectées. En ce moment, celui à qui tu dis clairement que je ne veux plus te voir chez moi, à un certain moment, lui-même, il risque d'avoir envie de rentrer chez lui, même si chez lui, c'est une case. Chez lui, chez soi, part toujours. Pour ces pays qui sont en difficulté, on va évoquer le Soudan qui également connaît des difficultés en ce moment sur le plan sanitaire avec le choléra. Le choléra est la conséquence de la situation dans laquelle se trouve ce pays, avec une guerre civile entre deux généraux gâtés qui refusent d'arrêter cette guerre. Avec de l'aide internationale, en moins, c'est des situations qui peuvent encore se compliquer. Mais bien sûr, ça va se compliquer puisque de façon générale, quand il y a des épidémies dans nos pays, nous sommes rarement capables d'apporter la réponse qu'il faut. On fait appel à l'aide internationale. Quand c'est le choléra, vous avez l'Organisation mondiale de la santé qui souvent va être la première structure à intervenir. Pour le cas du Soudan, s'il y a choléra aujourd'hui, mais c'est parce que les populations sont déplacées. C'est parce que les conditions de vie ne sont plus réunies. C'est parce que l'accès à de l'eau potable est devenu un véritable problème. C'est parce que les conditions d'hygiène sont catastrophiques. Et ça, c'est la faute d'abord des deux généraux qui font la guerre au Soudan. Certains des Soudanais ont trouvé le moyen de quitter le pays. D'autres sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Mais si vous dites à ces gens, on vous renvoie au Soudan, vous les renvoyez où? Dans un pays, c'est vrai, géographiquement, c'est encore un pays, mais dans la réalité, tu envoies quelqu'un vers des problèmes, alors que si vous allez au Soudan aujourd'hui, si vous demandez aux gens qui veulent quitter le pays pour aller se retrouver quelque part tranquillement, mais vous avez bien des gens qui vont venir s'inscrire sur la liste, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce que la vie commence à devenir impossible dans leur pays à cause de ces deux généraux. Et vous appelez Mamadi Diouf à une voix africaine forte pour trouver des solutions. Oui, quand il y a ce genre de situation, la réaction de l'Union africaine est bonne, il faut la saluer, mais je trouve qu'elle n'est pas suffisante. Trump ne comprend que la pression. C'est un businessman politique. Vous vous attendez à des mesures concrètes? Mais bien sûr, le Tchad a pris une mesure, par exemple, la réciprocité. Parce que pour moi, il faut savoir rendre certains coups. Mais il faut réfléchir en rendant le coup. Parce que si on dit les choses dans la réalité, si les États-Unis disent aux Tchadiens, j'ouvre une liste, ceux qui veulent aller aux États-Unis, venez, on vous donnera un visa. Et les Tchadiens ouvrent une liste pour dire aux Américains, venez, j'ouvre une liste, ceux qui veulent venir au Tchad parmi les Américains, venez, on va vous donner un visa. Tout le monde sait là où il y aura la bousculade. Donc parfois, dans la réciprocité également, il faut réfléchir pour ne pas réagir simplement pour réagir. Quand quelqu'un te donne un coup, il faut rendre le coup en faisant en sorte que, de la même façon que son coup crée des problèmes, que ton coup puisse créer des problèmes. Mais si le Tchad doit le faire tout seul, mais ça ne changera absolument rien. Si aucun Américain ne part au Tchad, vous croyez que ça change grand-chose aux États-Unis? Mais si dans toute l'Afrique, on dise à Trump, attendez, il faut que tu apprennes à respecter les pays du continent africain. Si tu continues à prendre des mesures de la sorte, nous également, on va se mettre ensemble pour prendre des mesures contre les États-Unis. Et vous allez voir que Trump va avoir une autre réaction parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut venir en Afrique, y compris les Américains, parce que c'est peut-être les Africains qui ne se rendent pas compte que l'Afrique est le continent de l'avenir, mais les autres se rendent compte de sorte que c'est la ruée, malheureusement, vers le continent africain de la part de plusieurs pays qui savent qu'il y a des choses à gagner dans ce continent. Merci, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.